Bonjour. Je veux commencer cette présentation par une note de vulnérabilité. J'ai peur. C'est pas facile de prononcer ces mots devant une audience, mais en toute sincérité, j'ai peur de ce que l'intelligence artificielle pourrait devenir dans un futur très proche. Et je veux partager cette peur avec vous aujourd'hui. Alors certains diront que c'est irresponsable, qu'il ne faut pas alimenter les craintes, mais la peur, ce n'est pas notre ennemi. La peur, c'est un mécanisme de défense naturel qui nous permet d'être alertés quand il y a un danger. C'est une sonnette d'alarme naturelle. Et cette sonnette d'alarme, elle est en train de sonner en ce moment de partout. Les sondages montrent que la plupart d'entre nous sommes déjà inquiets du développement de l'intelligence artificielle. Le problème, c'est que ce n'est pas encore socialement acceptable d'en parler. Et ça, c'est un tabou qu'il faut briser absolument. Les humains sont une espèce fondamentalement collective et on ne peut arriver à des changements de grande ampleur que lorsqu'il est possible de reconnaître ensemble nos préoccupations communes. Alors comme Ludwig l'a expliqué, je suis Maxime Fourne. Je suis ingénieur de Centrale Lyon et j'ai un diplôme de mathématiques de l'université de Cambridge. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années en machine learning et en deep learning. Donc j'ai vécu l'évolution de cette technologie de l'intérieur. Et c'est ce que je vois aujourd'hui qui m'inquiète profondément. Alors, dans les prochaines minutes, je vais partager avec vous une analyse technique des dernières avancées en IA, notamment avec les modèles O1 et O3 de OpenAI et DeepSeek R1. Je vais vous montrer pourquoi nous sommes à un point d'inflexion majeur et pourquoi 2025 pourrait marquer un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité. Rien que ça. Alors, comme le dit très justement Connor Lee, il n'y a que deux manières de réagir à un phénomène exponentiel, trop tôt ou trop tard. C'est pour ça que c'est crucial de savoir si on est dans un phénomène exponentiel ou pas en ce moment. Donc, encore une fois, mon objectif, ce n'est pas d'effrayer, c'est vraiment de créer une base commune de connaissances, de compréhension, parce que c'est seulement une fois qu'on a reconnu l'ampleur des enjeux qu'on peut espérer agir d'une manière appropriée. Alors, rentrons dans le vif du sujet. À la fin de l'année 2024, OpenAI sort le premier modèle dit de raisonnement, O1, un nouveau type de modèle qui marque un changement de paradigme majeur. Pour la première fois, on a un système qui utilise nativement ce qu'on appelle le chain of thought, une forme de raisonnement étape par étape. Et c'est un système qui a la particularité que sa réponse s'améliore en fonction du temps de calcul investi au moment de l'utilisation. Alors, beaucoup ont vu dans cette innovation une simple amélioration pour les utilisateurs. C'est-à-dire qu'on laisse tourner le modèle plus longtemps et on obtient une meilleure réponse. Mais c'est une lecture superficielle. Le problème, c'est que le temps de calcul nécessaire augmente exponentiellement pour avoir une réponse légèrement meilleure. Là, j'ai mis un graphe qui montre la performance sur un test en fonction du temps de calcul, et l'échelle est logarithmique en bas. Et très peu d'utilisateurs peuvent se permettre de payer 1000 fois plus cher pour obtenir une réponse légèrement meilleure. La véritable révolution, elle est ailleurs. Les utilisateurs qui peuvent se permettre ça, c'est les chercheurs en intelligence artificielle, genre OpenAI. Bon, je crois qu'il y a des gens qui sont en train de cracher cette conférence. Alors. Et c'est ça que la plupart des gens ont raté dans leur analyse de ce qui est en train de se passer avec les modèles de raisonnement. Chaque fois que O1 résout un problème complexe après une longue chaîne de raisonnement, la solution va devenir une donnée d'entraînement pour le prochain modèle. Donc, c'est exactement ce qu'ils ont fait pour passer de O1 à O3. On utilise les meilleures solutions qui sont générées par O1 et on entraîne un nouveau système qui va internaliser les raisonnements plus complexes. Et on peut répéter ce processus
pour à chaque fois entraîner un modèle successeur plus puissant que le précédent. Alors c'est une dynamique qui change pas mal la donne en termes de développement. Premièrement, ça veut dire que les modèles n'ont plus besoin de chercher de nouvelles données sur Internet. Donc beaucoup de gens disaient qu'un arrêt du progrès ce serait lié à l'absence de nouvelles données. On a une méthode qui permet d'éviter ça. Et donc c'est une forme d'auto-amélioration. Et si les modèles O1 et O3 sont propriétaires, donc on n'a pas accès à la recherche qui a été faite derrière, on a maintenant un exemple d'un nouveau modèle qui est open source, dont la recherche est publique, dont tout le monde a probablement entendu parler, puisqu'il a fait beaucoup de buzz récemment, le modèle DeepSeek R1. Et donc on peut aller sur Internet et lire leur papier de recherche, je l'ai lu, et je vais essayer de donner quelques informations importantes à propos de la façon dont ça fonctionne et ce qu'on peut en déduire. Mais pour comprendre ce système, je propose de faire un petit retour en arrière d'abord avec AlphaZero, qui a été développé en 2017 ou 2018 par Google DeepMind. C'est un système qui apprend à jouer aux échecs très rapidement et qui devient surhumain en quelques heures sans avoir jamais vu une seule partie d'échecs jouée par un humain, uniquement en jouant contre lui-même. Alors, il ne joue pas uniquement aux échecs, il joue à plein d'autres jeux, mais je vais prendre l'exemple uniquement des échecs. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, ça repose sur deux mécanismes complémentaires que je vais comparer à deux façons de penser différentes pour essayer de donner l'intuition assez rapidement. Le premier, que j'appellerai justement l'intuition, c'est un réseau de neurones qui va évaluer instantanément la valeur d'une position de l'échiquier. On peut imaginer, en tant qu'humain, je regarde un jeu d'échecs, et si je suis suffisamment bon aux échecs, je peux savoir très rapidement, j'ai une idée de qui est en train de gagner. Alors, je vois beaucoup plus de pions noirs que blancs, je me dis, noir est en train de gagner. Donc ça, c'est l'intuition. Le deuxième mécanisme, je l'appellerai la réflexion. Ça consiste à explorer méthodiquement tous les coups possibles, leurs conséquences, et d'appliquer l'intuition à la fin de ces chaînes de raisonnement pour évaluer les positions futures. C'est aussi ce qu'on fait quand on joue aux échecs. En tout cas, moi, j'essaie de voir les coups suivants et à la fin, je me dis ok, la nouvelle position du plateau serait plutôt bonne pour moi ou plutôt mauvaise. Et cette réflexion, ça permet d'obtenir une évaluation plus précise de la position actuelle que l'intuition seule. Et du coup, le système va utiliser ces évaluations plus précises comme des données d'entraînement pour améliorer son intuition première. Et c'est la création d'une boucle d'auto-amélioration. C'est la façon dont AlphaZero fonctionne, de façon très simplifiée. Alors, DeepSeek s'est inspiré directement de cette approche. La première phase d'entraînement de leur modèle s'appelait R1.0, en référence à AlphaZero. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appliqué un principe similaire. Ils appliquent ce principe à tout problème dont la solution peut être vérifiée automatiquement. Donc ils prennent des problèmes en mathématiques, en programmation, en sciences. Ce qui compte, c'est qu'il y ait la capacité d'évaluer la solution automatiquement. Pour chaque problème, leur modèle va générer plusieurs raisonnements et solutions possibles. Donc on échantillonne, on le laisse proposer plusieurs solutions. Et ensuite, on a un système qui évalue directement la qualité des réponses. Pour chaque réponse, on récompense le modèle. Donc c'est un processus qui est très simple. Le modèle va être récompensé que pour deux choses: pour avoir une réponse correcte et pour montrer son raisonnement. Et juste en faisant ça, sans aucune instruction spécifique, ils observent des comportements complexes qui émergent dans la chaîne de raisonnement du modèle. Par exemple, le modèle va commencer à vérifier ses propres réponses. Il va revenir sur ses étapes précédentes quand il détecte une erreur pour aller essayer de la corriger. Et ils ont même mis en avant ce qu'ils appelaient des moments Eureka, c'est ma traduction en français, où il y en a un exemple là où, au milieu de sa chaîne de raisonnement, le modèle s'arrête pour dire attention, il y a peut-être quelque chose de clé que je peux découvrir ici.
Donc tout ça, ce sont des comportements qui émergent parce que ça aide le raisonnement du modèle. La clé, je pense, c'est que on n'a plus besoin, avec cette technique, d'avoir le retour humain. C'est-à-dire que la façon dont les modèles précédents étaient entraînés, il y avait une phase qu'on appelait le reinforcement learning with human feedback, où on devait avoir des humains qui évaluaient la qualité des réponses. C'était coûteux. Là, on a trouvé un mécanisme pour faire ça automatiquement, sans avoir d'humain dans la boucle. Donc, ce passage de O1 à O3 et les mécanismes d'apprentissage de R1 montrent qu'on maîtrise maintenant au moins 2 mécanismes puissants pour faire de l'auto-amélioration dans les systèmes d'IA. Alors, il y a une limitation qui est importante, qu'il faut souligner, c'est que ces mécanismes ne fonctionnent pour le moment que dans des domaines où une réponse peut être vérifiée objectivement. Et c'est pour ça qu'on observe des progrès spectaculaires depuis quelques mois en mathématiques, en programmation et en sciences dures, et pas dans le reste des domaines. Mais le problème, c'est que ces domaines, c'est précisément ceux qui sont nécessaires pour développer de meilleures IA. Ce n'est pas une hypothèse. Tous les développeurs et chercheurs que je connais utilisent déjà massivement de l'IA pour booster leur productivité. Moi aussi, d'ailleurs. Ça veut dire qu'on a maintenant des nouvelles recettes pour obtenir des performances potentiellement surhumaines dans des domaines techniques qui ne nécessitent pas de nouvelles données, qui ne nécessitent pas une grosse augmentation du compute et qui promet d'accélérer la recherche en IA elle-même, qui crée une boucle de rétroaction. Alors, un indicateur frappant de cette accélération, c'est la vitesse à laquelle les nouveaux benchmarks sont saturés. Donc, si on prend par exemple le ArcAGI, qui est un benchmark qui a été créé par François Chollet spécifiquement pour mesurer l'intelligence générale. Donc, Chollet était convaincu que ce benchmark ne pourrait jamais être battu par les modèles actuels parce qu'il nécessitait une véritable intelligence générale dont notre paradigme était incapable. Je prendrai une question à la fin. Ce benchmark est tombé il y a quelques mois et Chollet est maintenant en train de travailler sur une nouvelle version, un nouveau benchmark qui lui représentera vraiment l'intelligence générale. Personnellement, je prédis que ce nouveau benchmark tombera moins d'1 an après sa sortie, avec environ 80% de certitude. Si on prend d'autres benchmarks qui sont considérés comme très difficiles, par exemple Frontier Math, qui a été créé il y a quelques mois, qui récolte des problèmes de mathématiques extrêmement difficiles, où il y a très peu de personnes sur cette planète qui sont capables de les résoudre. On est passé d'un score de 2% pour le meilleur modèle à 25% juste quelques mois après sa sortie. Et celui-ci aussi, je parie qu'il sera résolu entièrement d'ici la fin de l'année, ou au moins 85% de score. Et encore plus récemment, il y a eu un nouveau benchmark qui s'appelle Humanity's Last Exam, qui a été conçu spécifiquement pour être le benchmark le plus difficile jamais créé. Comme son nom l'indique, c'est censé être le dernier benchmark que les humains peuvent mettre face aux IA. Ce benchmark-là, il y a quelques jours, je crois, il y a moins d'une semaine, Deep Research vient d'obtenir 26,6%, 10 jours juste après la publication de ce benchmark. Donc on est clairement dans une grosse accélération et ça pose plusieurs problèmes fondamentaux. Alors pourquoi est-ce que ça fait peur ? Parce que la première chose, c'est que les mécanismes de régulation sont incapables de suivre. C'est juste pas possible de réguler dans un régime où la technologie change complètement d'un mois à l'autre. En septembre dernier, Posia a publié cette contre-expertise dont il y a plusieurs signataires dans la salle. C'est un contre-rapport au rapport de la commission de l'IA qui soulignait, entre autres, parmi beaucoup de choses, le manque d'anticipation. Leur rapport était basé sur les IA qui existaient début 2023 et ça faisait l'hypothèse implicite que la technologie n'allait plus évoluer. Le résultat, c'est que ça a complètement loupé le développement de la technologie entre juste l'intervalle de temps entre le moment où le rapport a commencé à être écrit et la fin de l'écriture, c'était déjà obsolète. Ils ont par exemple complètement manqué l'apparition des agents autonomes, alors que ça fait plusieurs années qu'on parle de ça. Et c'est même pas mentionné dans le rapport, et les nouvelles implications d'avoir des systèmes qui prennent des décisions de façon autonome.
Une autre chose qui est très inquiétante, c'est que le grand public va avoir de moins en moins de visibilité sur les capacités réelles des systèmes d'IA. Donc les modèles que OpenAI ont, qu'ils ne mettent pas face au public, sont plus puissants que ceux auxquels on a accès. Ils sont trop coûteux pour être mis entre les mains de tout le monde. Et du coup, ils utilisent ces modèles pour faire de la distillation. Donc c'est une technique qui permet, à partir d'un modèle très puissant, de créer un modèle plus petit qui a des capacités légèrement réduites, mais surtout un coût bien plus faible. Et le problème le plus grave, c'est tout simplement que la puissance croissante de ces systèmes exacerbe tous les dangers et expose l'humanité à des risques catastrophiques, voire existentiels. Et je sais que le mot existentiel provoque souvent des réactions de rejet. Pourtant, je pense qu'il va falloir ouvrir les yeux. Ces risques sont réels, ils sont multiformes, et ils sont parfaitement documentés. Je vais donner quelques exemples. Et pour passer la balle à Alé, notre prochain intervenant, va nous parler d'une menace qui existe déjà, à laquelle nous sommes exposés en ce moment même, qui est existentielle. C'est la déstabilisation de nos démocraties par des algorithmes de recommandation. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est en ce moment. Un autre exemple, qui est peut-être un peu plus en projection, mais pas de la projection lointaine. Donc là, c'est tout à fait plausible que d'ici à la fin de l'année, les IA dépassent les meilleurs programmeurs humains. Elles soient plus compétentes que les humains en programmation, et donc en piratage informatique. Contrairement à un pirate informatique, une IA, elle peut être copiée 1 million de fois, elle peut tourner 24 heures sur 24, et elle agit 50 fois plus rapidement qu'un humain. Je pense que ce chiffre est particulièrement intéressant. Ça veut dire un système qui agit 50 fois plus rapidement que nous. Du point de vue de ce système, l'humain n'est pas une forme de vie animale, c'est une forme de vie végétale qui montre des signes d'intelligence à des intervalles de temps très longs. Ce que ça signifie concrètement, c'est qu'on est en train de développer une arme de destruction massive dans le domaine virtuel. Et c'est qu'un seul risque parmi plein d'autres. En fait, il y a un domaine donc, qui s'appelle la sécurité de l'IA, le domaine qui est dédié à l'étude des systèmes d'IA et de leurs dangers et qui tire la sonnette d'alarme littéralement depuis des années. Les conclusions sont catastrophiques et sont systématiquement ignorées, comme le démontre ce sommet pour l'action sur l'IA. On nous rappelle, ce domaine nous rappelle sans cesse qu'on ne comprend pas et qu'on ne contrôle pas les systèmes toujours plus puissants que nous créons. Et comme si ces améliorations techniques que je viens de présenter ne suffisaient pas, on assiste à une course aux armements. On a un narratif qui est développé par les États-Unis de compétition avec la Chine. Et on vient d'avoir récemment l'annonce d'investissement de 100 milliards de dollars rien qu'en 2025 dans le développement d'infrastructures pour l'IA. Donc c'est pour cette raison précisément que nous avons créé Posia. On pense que c'est pas un problème qu'on se résoudra avec de nouvelles technologies. C'est avant tout un problème de coordination humain. Et notre organisation appelle à la mise en place d'un traité international pour mettre en pause le développement d'intelligence artificielle générale. Alors, on ne veut pas arrêter la recherche en IA. On pense qu'il y a plein d'applications qui sont utiles et qui sont sûres à développer. Mais on veut mettre en pause le développement des applications les plus dangereuses pour nous donner le temps de progresser dans notre compréhension et dans notre contrôle de ces systèmes. Et je tiens à dire aussi qu'on ne campe pas sur nos positions. Donc cette solution, elle peut paraître lointaine ou pas vraiment envisageable aujourd'hui. Je ne pense pas qu'elle le soit, mais en tout cas, on espère sincèrement que quelqu'un ici trouvera une solution qui est meilleure que la nôtre. C'est pour ça qu'on a essayé de réunir des profils très divers. Et comme le disait Mathilde ce matin, je pense que c'est très important d'éviter les silos informationnels et de considérer toutes les facettes du problème. En conclusion, je dirais que la perte de contrôle peut prendre de nombreuses formes. Ça peut être brutal ou ça peut être progressif. Ça peut être visible ou invisible. Peut-être qu'on a déjà perdu le contrôle en fait et qu'il n'y a pas vraiment de chemin de non-retour. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si on continue sur cette trajectoire, c'est inévitable. Et ça arrive très bientôt. Et comme je le disais en introduction, la peur, ce n'est pas une faiblesse. C'est un signal d'alarme qui nous appelle à l'action. Alors je pense qu'il est temps de reconnaître collectivement l'ampleur du défi qui est devant nous.
Je vous remercie. Alors, je vais prendre juste une question et ensuite on enchaîne. Merci. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches en biologie et j'ai vu... j'étais dans le comité d'éthique de l'INSERM et puis je ne sais pas si vous vous souvenez des histoires d'armes biologiques après le 11 septembre, mais il y avait eu pas mal de choses, donc j'avais pas mal creusé le sujet. Et quand j'ai fait ça, j'ai découvert qu'il y a un traité de non-prolifération des armes biologiques. Et ce que je sais, c'est que le jour où il a été signé, internationalement, les soviétiques ont démultiplié leur investissement sur le sujet. Voilà, c'est juste pour dire que c'est déjà pas facile d'avoir un traité international, c'est encore plus difficile de le faire respecter. Donc c'est pas complètement trivial que ça puisse fonctionner facilement. D'un autre côté, en tant que biologiste de l'évolution, je sais très bien ce que c'est qu'une course aux armements, je sais très bien ce que c'est que la théorie des jeux, je sais très bien tout ce que tu nous décris. Donc je suis pas sûr que ce soit la bonne solution, mais si on est ouvert à d'autres solutions, je pense qu'il faut qu'on prenne le temps dans ce genre d'environnement, où vous pouvez revenir quand vous voulez d'ailleurs, encore une fois, pour en discuter, parce que je ne pense pas qu'on règle le problème à la fin de la journée, mais il y aura probablement besoin de continuer à discuter. Merci. Oui, je suis d'accord. Mais quand même, le traité de non-prolifération des armes biologiques, au final, il a fonctionné, puisqu'on est toujours vivant. D'une certaine manière, ça aurait pu être pire. C'est juste parce qu'on n'avait pas les technologies à l'époque pour se foutre en l'air. Il y a une dynamique qui est intéressante, c'est qu'à partir du moment où un ou deux pays signent cet accord, ils vont avoir tous leurs incentives, leurs incitatifs pour faire en sorte que le reste du monde signe ce traité. C'est-à-dire qu'on pense qu'il suffit en fait de faire signer la Chine et les États-Unis aujourd'hui, et si jamais eux signent un tel traité, alors ils vont forcer tout le reste du monde à le signer. Mais dans tous les cas, il y a d'autres propositions. Je vois mal Donald Trump signer dans les 4 ans, si tu veux, à la vitesse à laquelle ça va, je ne suis pas sûr qu'on soit parti pour ça. Je suis d'accord, il y a une nouvelle complication. Mais à la fin de la journée, il y aura une autre présentation sur un traité conditionnel qui est très intéressant, je trouve, parce qu'il désamorce cette dynamique de course à l'armement. Mais bon, je laisserai, ce sera une des micro-présentations à la fin de la journée. Merci.